Nous poursuivons notre discussion maintenant avec le professeur Nicolas Franck. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de psychiatrie, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinassier, et vous avez écrit en 2020 un ouvrage intitulé Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement. On va aborder cette thématique ensemble des maladies psychiques, mal aimées, maltraitées, et pourtant elles font mal. On en a parlé pendant toute cette crise sanitaire. Elles nous ont suivis, en fait. Cette notion nous a suivis depuis 1 an. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la santé mentale des Français ? Alors, si vous voulez, il y a du positif et du négatif. La santé mentale a été l'un des enjeux de cette épidémie et je pense que tout le monde en a pris conscience progressivement. Ça a été l'occasion d'en parler. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que nous sommes tous passés d'une situation moyenne de bien-être à une situation moyenne de mal-être avec un certain nombre de personnes qui sont entrées dans des troubles caractérisés. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant parler de la santé mentale sous forme un petit peu plus positive, de manière un petit peu plus positive. D'habitude, c'est quelque chose qui est tabou, parce qu'on ne veut pas admettre nos faiblesses, et parler de difficultés type troubles anxieux, dépression, et puis encore pire, schizophrénie, autisme ou troubles bipolaires, c'est quelque chose qu'on préfère laisser un petit peu de côté. Là, la notion que la santé mentale de chacun puisse être affectée par l'épidémie, ça a fait prendre conscience de cette dimension de notre santé. Moi, j'étais très choqué au début d'entendre, il y a des dimensions sanitaires, il y a l'aspect sanitaire et la psychiatrie et la santé mentale. Eh bien, je pense que ça n'est pas ça. Il y a des dimensions sanitaires, dont la santé mentale. Et je pense qu'on est entré dans cette conception. Enfin, c'est en train de se mettre en place, et ça, ce sera un effet collatéral positif de cette crise sanitaire. Qu'elles deviennent un petit peu plus sur le devant de la scène, en fait, qu'on les prenne un peu plus en considération. Eh ben, oui, puis qu'on les prévienne. Le fait de penser qu'on a tous une santé mentale qui peut s'altérer, oui, ça permet de s'y consacrer, d'y faire attention et de mettre en place des mesures préventives pour la préserver. Et entre une santé mentale qui s'altère et la survenue véritablement d'une maladie psychiatrique, où est la frontière entre les deux ? Alors moi, je mettrais bien 2 frontières, si vous voulez, sur ce continuum. D'un côté, le bien-être, c'est ce qu'on vise tous, c'est quand on se sent suffisamment bien. De l'autre côté, les troubles caractérisés. Puis entre les deux, une pente descendante, avec une première frontière entre bien-être et mal-être. Le bien-être, c'est quand on est positif, quand on peut se projeter dans l'avenir, quand on a de l'espoir. Le mal-être, c'est quand on devient irritable, tendu, qu'on a du mal à se projeter, qu'on a du mal à affronter son quotidien, qu'on dort mal, que son alimentation se fragmente, se désorganise un petit peu. Et puis les troubles caractérisés, c'est quand on ne peut vraiment plus du tout affronter le quotidien, quand on ne peut plus faire face aux tâches qui nous incombent. Et là, on est dans la dépression caractérisée, on est dans le trouble anxieux caractérisé, on est dans une schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du comportement alimentaire, une addiction, etc., etc. Donc là, le fait de concevoir ça comme un continuum, ça fait prendre conscience à chacun qu'il est fragile et qu'il peut franchir le premier seuil, mais aussi si on met trop de pression, trop de stress, le deuxième seuil. Là, plus de monde a franchi le premier seuil et plus de monde a franchi le deuxième seuil que d'habitude. Alors justement, si plus de monde a franchi ces différents seuils, quels sont les facteurs propres au confinement qui font qu'on est passé d'un seuil à l'autre ? Eh bien, en fait, si vous voulez, certains besoins élémentaires de l'être humain ont été contrariés, ont été interdits. Le besoin d'avoir des relations sociales, ça s'est surtout senti pendant le premier confinement du printemps 2020, un petit peu moins parce que les consignes étaient moins strictes à l'automne 2020, évidemment ce confinement-là qui se fait à l'extérieur, mais ça, au printemps 2020 c'était très fort. Vous aviez donc un besoin essentiel, le besoin de socialiser, un autre besoin essentiel, le besoin de découvrir, de pouvoir circuler librement, de faire de l'exercice physique, de vaquer à des occupations intellectuellement satisfaisantes. Tout ça était suspendu, tout ça était interdit. Donc finalement, des choses qui sont vraiment fondamentales pour l'être humain étant interdites, l'être humain s'est retrouvé dans une situation de stress majeur, de contrariété majeure, qui l'a conduit à ce qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire à se résigner et puis finalement entrer progressivement dans la dépression. Enfin, pour un certain nombre d'entre nous. Tout le monde n'est pas entré dans la dépression, mais nous sommes presque tous entrés dans le mal-être. Nous étions tous mal, avec l'impression que nous n'en sortirions jamais, avec un sentiment d'insatisfaction. Ça, nous l'avons tous senti, je crois que, enfin, tous, la majorité d'entre nous. Mais beaucoup sont entrés dans une dépression caractérisée, avec vraiment une tristesse, une impression d'obstacle insurmontable. Et c'est ça, la dépression. Est-ce qu'il y a également eu, au cours du confinement, une augmentation des addictions ? Addiction à l'alcool, au cannabis. Alors oui, quand on est désœuvré, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On s'ennuie, on déprime, et puis on boit, on prend des substances ou on consomme des écrans. Donc ça me donne l'occasion de parler d'une enquête que nous avons conduite dès le mois de mars 2020 en population générale. L'idée était justement de voir
positivement la santé mentale à travers un marqueur de bien-être mental, un score de bien-être mental, pour voir quel facteur d'occupation ou de comportement allait le préserver. Donc nous avons croisé ce score à une échelle de bien-être mental qui s'appelle WEM-WBS, que vous avez sur l'écran devant vous, avec différentes occupations quotidiennes. Et nous avons vu que plus les personnes avaient des contacts sociaux fréquents, plus le bien-être était préservé. Plus les personnes faisaient une activité physique de manière durable, meilleur était le bien-être. Les personnes qui n'avaient pas d'activité du tout, qui n'avaient pas de travail, ou les étudiants, les pires, avaient un bien-être très altéré. Et puis, nous avons profité pour mesurer les consommations de différentes substances ou d'écrans, et nous avons vu une explosion, en particulier, du côté des consommations d'écran, avec pour 1 Français sur 6, une perte du contrôle de la consommation d'écran, c'est-à-dire un signe d'addiction aux écrans. Et vous avez peut-être remarqué qu'on était très tendu, on avait envie de le regarder tout le temps, parce que c'était le moyen de communication, et qu'on était un petit peu prisonnier de ça, et on l'est resté un peu. Donc voilà, dépistez-vous, demandez-vous si vous êtes obligé de le regarder, si vous pouvez vous réfréner plus de 10 minutes ou un quart d'heure de suite. Et vous saurez si vous êtes entré dans l'addiction. Je dis ça pour nos spectateurs aussi. Alors vous avez parlé du mal-être des étudiants. Il y a eu l'annonce de la prise en charge de forfaits de consultations psychologiques pour les étudiants. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette initiative? C'est une très bonne initiative. La meilleure initiative, la première, c'était de rouvrir les universités une journée par semaine. Les étudiants, ce sont donc des jeunes, par définition, qui sont fréquemment loin de chez leurs parents, qui ont perdu une source de revenus représentée par les petits boulots fournis souvent par l'hôtellerie, la restauration, etc. Tout ça a été impossible, qui ont perdu leur principale source de socialisation à l'université, dans les études supérieures, mais aussi dans les bars, parce que tout était fermé, et qui peuvent se retrouver en précarité, dans une petite chambre d'étudiants, complètement isolés. Moi, j'en ai vu déferler en psychiatrie, qui n'avaient jamais vu de médecin, jamais vu de psychiatre, jamais vu de psychologue de leur vie, qui se sentaient extrêmement mal à partir du mois de novembre. Ça a été vraiment un raz-de-marée. Donc oui, c'était une très bonne chose de pouvoir les soutenir psychologiquement, d'avoir plus de moyens pour les soutenir psychologiquement. Mais on aurait dû anticiper. Ouais. Disons que, si vous voulez, le fait que la santé mentale soit un enjeu de l'épidémie, ça, moi je le dis depuis 1 an. On s'en est rendu compte rapidement, puisque les chiffres de dégradation du bien-être mental, on les a mesurés fin mars 2020. Après, évidemment, il faut pouvoir prendre des mesures, il faut pouvoir organiser les choses. Et puis, on s'est rendu compte aussi, beaucoup plus tard, quand on a eu les chiffres, que plus le confinement était long, pire c'était. Ça fait partie des résultats de notre étude. Ce n'est pas encore publié, mais on a vu que le bien-être mental moyen des Français se dégradait au fil des semaines, de la 2e à la 8e semaine de confinement. Et puis surtout, et ça, ce n'est pas encore publié non plus, on a vu que les chiffres étaient encore bien plus effondrés dans le confinement de l'automne. Même si le confinement était plus léger l'accumulation d'épreuves les rendait de plus en plus difficiles. Si vous voulez, le score moyen, pour vous citer un exemple un petit peu chiffré, le score moyen de bien-être mental des Français à cette échelle, c'est 53. Là, c'était 49 au premier confinement, 46 pour les étudiants. Donc c'était déjà très très bas pour les étudiants et bien diminué pour la population générale. Au deuxième confinement, c'était 46, donc effondré pour la population française, et encore plus effondré à 42 pour les étudiants. Donc ça on l'a mesuré, si vous voulez. Et là, ce début d'année, est-ce qu'on a des chiffres déjà ou pas? Alors ça, on n'a pas poursuivi l'enquête, si vous voulez, parce que on voyait les choses diminuer, mais par contre, le taux de participation diminuait encore plus. On avait eu 30 000 participants pendant le premier confinement, 1 300 pendant le deuxième, donc je n'ai même pas essayé pendant le troisième. Mais de toute façon, on a cette donnée pour savoir ce que ça fait. Nous avons eu tout à l'heure Jean-François Delfrécy en entretien, qui a parlé justement de la santé mentale et qui s'est posé une question à laquelle il n'avait pas la réponse. Peut-être l'aurez-vous pour conclure notre entretien aujourd'hui. Est-ce que ces problèmes mentaux, est-ce que ces difficultés psychologiques, est-ce qu'elles vont s'inscrire dans la durée? Est-ce qu'on a une idée de cela, ou est-ce qu'on peut estimer que dès lors que la crise sanitaire sera plus ou moins derrière nous, on reviendra à une santé mentale plus acceptable en France? Si vous voulez, tout dépend des facteurs de résilience qui sont propres à chacun. Mais on sait très bien que c'est plus facile de franchir le seuil vers le bas que vers le haut en termes de santé mentale. Et que quand on accumule les épreuves, elles laissent des traces. Et qu'après, il faut se reconstruire. Donc en général, c'est plus long de sortir de l'épreuve, de sortir du trouble mental que d'y entrer. Donc je crains que ça laisse effectivement quelques traces. En tout cas, on n'a pas encore mesuré tous les effets sur la santé mentale de cette crise sanitaire. Oui. Comment en sortir, justement, comment avoir une meilleure capacité de résilience pour terminer? Alors ça, c'est déjà affronter de la manière la plus positive possible l'épreuve. Ça veut dire être solidaire, ne pas s'isoler. On a vu qu'effectivement, les contacts sociaux étaient protecteurs. Regarder en face l'épreuve, c'est plus facile que de la regarder seule, en dehors du fait qu'on a besoin simplement pour se sentir bien de contacts sociaux. C'est structurer ses journées, c'est garder une activité physique et c'est pouvoir se projeter en esprit au-delà de la crise. Donc ça, c'était pour chaque moment de la crise, pour chaque moment de confinement, mais aussi au-delà du confinement. Mais aussi, c'est aussi globalement pour toute l'épreuve, pour toute la crise sanitaire, se projeter
après la sortie de crise, essayer de s'imaginer ce qu'on fera. Ça permet de garder espoir et de tenir le coup. Merci beaucoup, professeur Nicolas Franck. Je rappelle votre ouvrage, hein, Covid-19 et détresse psychologique 2020, l'Odyssée du confinement, aux éditions Odile Jacob. Je vous libère car vous êtes attendu pour un autre direct. Merci beaucoup. Au revoir.